J'aimerais remercier la commission K de m'avoir invité à parler à ce congrès et de vous présenter quelques éléments sur l'anamnèse médicale. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous présenter plutôt un concept de prise en charge basé sur l'anamnèse, plutôt que de revoir l'ensemble des conditions médicales, des diverses pathologies, des diverses prises de médicaments qui vont influencer la prise en charge. Donc je vais me focaliser sur un concept. Je crois qu'il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est d'abord d'avoir cette notion de patient, de personne. Et je crois qu'en tant que spécialiste, on a toujours tendance à se focaliser sur un problème local. Et je crois que l'erreur que l'on fait souvent parmi les jeunes, c'est un manque de maturité et de prise de voir le patient dans son ensemble. Donc je crois qu'il est essentiel dans cette approche d'avoir une approche globale des soins, une approche globale du patient. Et donc, comme très souvent en médecine, on parle de prise en charge centrée sur le patient. Et on doit répondre aux attentes du patient. C'est le patient qui va guider notre prise en charge finalement. Et les décisions thérapeutiques doivent se prendre en accord avec le patient. Alors, donc ce concept est extrêmement important. Et dans notre patientèle, eh bien, nous avons une variété de patients qui ont chacun leur profil, chacun leurs caractéristiques, chacun aussi leur caractère, qui n'est pas forcément facile tous les jours. Et tous ces éléments, en fait, doivent nous guider dans cette prise en charge. Donc, notre but, finalement, va être de définir le profil de chaque patient. Et je pense que c'est une étape extrêmement importante, la première consultation, qui nous permet finalement de connaître, d'apprendre à connaître notre patient. Et lors de cette première consultation, je crois qu'il faut pouvoir cerner les éléments qui sont caractéristiques et importants du patient. D'abord de ne pas les manquer, mais de pouvoir les intégrer dans la prise en charge, donc, et nous guider dans les soins. Donc cette première consultation, passer du temps à ne rien faire, sauf d'écouter le patient, de prendre des notes et finalement de rassembler tous les éléments qu'on va voir tout à l'heure qui vont nous permettre de faire des choix au niveau thérapeutique. Alors dans cette prise en charge, eh bien sûr, on peut éventuellement se perdre parce que c'est un exercice qui est assez complexe et je crois qu'il faut être très vigilant sur la manière dont on traite cette première consultation. Et je pense qu'on peut diviser les différentes parties de l'anamnèse, et c'est vrai que quand on pense à l'anamnèse médicale, on pense souvent à cette partie-là, mais je crois que l'anamnèse globale, eh bien, elle a plusieurs domaines dans lesquels on doit investiguer, dans lesquels on doit obtenir des informations sur le patient. Il y a l'anamnèse générale, dans laquelle on va rassembler des données personnelles du patient, qui vont définir un peu le profil général du patient. Et on va regarder tout à l'heure quels sont les éléments, mais c'est principalement l'âge, la situation socio-économique et ce genre de choses. Le deuxième élément de l'anamnèse, c'est bien sûr les éléments médicaux, donc l'histoire médicale, le passé médical du patient, le présent médical du patient, et puis l'anamnèse bucco-dentaire, l'histoire du patient sur le plan dentaire, de sa prise en charge, quels ont été les événements passés historiques, sur le plan historique, le vécu du patient sur le plan de sa santé bucco-dentaire et des soins éventuellement qu'il a reçus de la part de la profession. Un autre élément extrêmement important, c'est de connaître les motifs, bien sûr, de sa consultation et surtout les attentes du patient vis-à-vis de vous. Et je pense que ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, de pouvoir répondre à un certain moment de la prise en charge à cette attente. Donc même s'il y a des urgences, bien sûr, l'urgence peut être gérée d'une manière très effective, d'une manière ponctuelle, mais peut-être il y a d'autres attentes de la part du patient, et à un moment donné de sa prise en charge, il faudra pouvoir répondre à ces attentes. Donc à nouveau, ces éléments de l'anamnèse constituent un tout, et en fait, il va falloir, dans ce labyrinthe, poser les bonnes questions, avoir
de la patience, être à l'écoute du patient pour bien cerner le profil du patient. Donc il y a différentes méthodes pour rassembler ces différents éléments et chacun finalement a sa propre méthode, sa propre manière d'appréhender l'anamnèse générale du patient. Et ici j'ai rassemblé différents formulaires qui sont utilisés dans différentes institutions en Suisse. Alors il y a plusieurs manières d'approcher ces anamnèses. Très souvent, on laisse le patient remplir cette feuille lorsqu'il est à la salle d'attente. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure méthode, mais ça se fait. Une chose qui est en tout cas importante, c'est de reprendre cette anamnèse et d'avoir un entretien avec le patient, de pouvoir approfondir tous les aspects de l'anamnèse, peut-être basé sur un formulaire qui a été rempli auparavant. Mais je pense que c'est un entretien qui doit durer, au cours duquel on doit poser les bonnes questions, retirer les bons éléments qui vont nous guider pour pouvoir faire des choix thérapeutiques. Donc c'est une étape essentielle effectivement, puisqu'elles vont soit nous guider sur des mesures préventives, soit nous guider dans des choix thérapeutiques. Alors quels sont les éléments qui sont essentiels dans cette anamnèse? Quelles sont les caractéristiques du patient? Alors je pense qu'il faut aller assez approfondir certains domaines. Bien sûr, l'âge, le sexe, c'est les éléments élémentaires du profil du patient. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'ils peuvent influencer la prise en charge. Il y a le niveau socio-économique, le niveau d'éducation, le statut social, la situation économique, la situation professionnelle, sont tous liés au profil du patient. C'est des éléments généraux qui vont nous guider et qui font partie de la définition du profil du patient. En anglais, on dit souvent « poor people behave poorly ». En fait, ça veut dire que malheureusement, le niveau socio-économique, le niveau d'éducation affecte la santé globale du patient et également la santé orale. Il y a aussi des facteurs qui sont liés à l'origine, liés au background culturel du patient, les croyances ou les représentations que le patient se fait au niveau de la santé, de la maladie, des prises en charge, des traitements, l'attitude du patient vis-à-vis de la santé, de la prévention et les comportements du patient qui sont liés, bien sûr, au style de vie. Donc ces éléments sont également importants pour définir finalement comment le patient va réagir à nos propositions de traitement et peut-être et surtout jouer un rôle dans sa prise en charge, puisque en matière de prévention, le patient joue un rôle extrêmement actif dans sa prise en charge. Il y a encore bien sûr donc le style de vie qui est lié surtout au stress, l'usage du tabac, l'usage de l'alcool. Le tabac, on arrive à relativement bien en parler dans le domaine de notre profession. Peut-être on aborde plus difficilement le problème de l'alcool. Et bien sûr l'alimentation qui est essentielle dans le rôle de la prévention des maladies bucco-dentaires. Connaître également les antécédents familiaux, génétiques éventuellement, surtout en ce qui concerne la santé générale, l'état de santé du patient, les maladies actuelles ou passées, et surtout la prise de médicaments actuels. Donc voilà les éléments, je crois, ou les caractéristiques qui sont liées au patient et qui vont vraiment devoir être incorporés dans le plan de traitement, dans la prise en charge du patient et dans les propositions de soins. Alors cette anamnèse, bien sûr, elle joue un rôle essentiel au début, lors de la première consultation, mais je pense qu'il ne faut pas oublier de réactualiser d'une manière régulière cette anamnèse, de voir si, sur le plan médical, sur le plan de la prise des médicaments, si les choses ont changé depuis la dernière visite. Donc je pense que c'est essentiel d'avoir une anamnèse qui est réactualisée au cours de la prise en charge du patient. Alors en fait, pourquoi est-ce que ces éléments sont importants à connaître? Pourquoi est-ce qu'il est important de définir toutes ces caractéristiques? Eh bien, prenons par exemple
l'âge, le sexe, la dimension socio-économique du patient, eh bien sûr, ces éléments vont affecter notre prise en charge. Il est clair que chez une femme, par exemple, la demande en soins est plus grande que chez l'homme, on le sait. Les attentes aussi, si je prends par exemple au niveau esthétique, bien sûr la demande chez les femmes est beaucoup plus grande que chez l'homme. Les attentes aussi au niveau résultat sont beaucoup plus élevées chez la femme que chez l'homme. L'âge joue un rôle important sur le pronostic de nos traitements éventuellement, mais aussi sur l'évolution de la maladie. Et bien sûr, le profil socio-économique du patient. Ici, un migrant qui était au bénéfice d'assurance sociale, et bien sûr, ceci va dicter des choix thérapeutiques et le type de soins que l'on peut proposer aux patients pour qu'on soit en accord avec la couverture de l'assurance sociale. Et donc, ceci nous dirige vraiment vers des choix thérapeutiques. Donc, ces éléments relatifs au profil général du patient, comme vous le voyez, affectent en fait sa prise en charge. Deuxième partie, la perspective bien sûr biomédicale. Ici un patient de 64 ans, ex-fumeur, souffrant d'hypertension, qui a eu un infarctus du myocarde 3 ans auparavant, qui a nécessité la pose de stent, qui souffre d'une hypercholestérolémie, un stress élevé et qui est vraiment sous une polymédication lourde en rapport avec ses problèmes médicaux. Alors il est clair que ce contexte médical va bien sûr influencer la prise en charge globale du patient, surtout nécessiter l'application de mesures préventives en matière de soins dentaires, en fonction de ce passé médical et des problèmes de polymédication, et donc de définir des stratégies de soins en rapport avec ce profil médical. Troisième élément, c'est le style de vie, le comportement. Ici, un jeune patient, fumeur, qui fait usage aussi du cannabis. On a mis longtemps à l'identifier, mais finalement, il a admis que c'était assez régulier, souffrant d'asthme, de stress élevé, et puis une fréquente utilisation de boissons énergisantes. Donc bien sûr, ceci va non seulement affecter notre prise en charge globale, peut-être des choix thérapeutiques, mais surtout devenir des objectifs de soins, comme on va le voir tout à l'heure. Donc vous voyez que ces différents aspects de l'anamnèse médicale vont influencer de différentes manières la prise en charge du patient. Donc je crois que si je résume les objectifs de l'anamnèse, c'est tout d'abord d'identifier les facteurs de risque sur le plan médical, donc qui impactent sur la prise en charge, reconnaître les facteurs qui influencent les choix thérapeutiques au niveau des soins dentaires, par exemple la présence d'une assurance qui couvre les soins dentaires, et déterminer des objectifs de prise en charge d'intervention préventive. Donc je crois que ceci constitue les éléments principaux des objectifs de l'anamnèse bucco-dentaire. Alors, je viens de parler de reconnaissance ou de l'identification des facteurs de risque. Ceci m'amène à vous présenter une diapositive qui me semble extrêmement importante sur ces facteurs de risque qui sont, on le sait, le tabac, l'alcool, l'alimentation, le stress, l'hygiène, qui sont des facteurs finalement liés à notre mode de vie, à notre attitude et notre style de vie, et qui, on le sait, ont un impact sur la santé générale, en particulier sur les maladies chroniques. Les maladies chroniques sont donc des maladies qui ont une évolution lente, qui nécessitent un suivi médical assez régulier, et l'objectif, c'est bien sûr, pour la prévention ou la prise en charge de ces maladies, c'est d'intervenir sur ces facteurs de risque. Pourquoi je vous présente cette diapositive qui a été publiée par l'OMS en 2004 ? Eh bien, c'est le fait que, lorsque cette publication a paru, eh bien, l'OMS a introduit les maladies bucco-dentaires dans les maladies chroniques, donc cancer, maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète. Donc, pour l'OMS, les maladies bucco-dentaires font partie de ces maladies chroniques.
Et c'est extrêmement intéressant pour nous parce que je crois qu'on se rapproche du domaine médical, on intègre la santé buccale dans la santé générale, et je crois que ça c'est un concept important. Et vous allez voir, ça va peut-être aussi avoir un impact pour nous sur la prise en charge, pour voir quels sont les éléments médicaux qui sont importants dans la prise en charge du patient. Donc le message que j'aimerais que vous reteniez à ce stade, c'est que les maladies bucco-dentaires, que ce soit le cancer buccal, les maladies parodontales, la carie dentaire, ont des facteurs de risque communs, que je viens de citer, ces 5 facteurs, ont des facteurs de risque communs avec les maladies chroniques, diabète, cancer, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires. Donc c'est un concept important, car comme vous allez le voir, ils vont influencer la prise en charge du patient. Alors j'aimerais prendre 2 exemples. Le premier exemple qui veut vous montrer finalement que l'anamnèse nous mène à l'identification de certains facteurs de risque. Par exemple, ici, un jeune patient de 20 ans, non-fumeur, qui a une surcharge pondérale, qui a une alimentation complètement déstructurée, déséquilibrée, et ceci a pu être mis en évidence avec une anamnèse alimentaire extrêmement simple, assez ciblée, et une utilisation 8 à 10 fois par jour de boissons sucrées ou acides. Et l'importance pour moi, c'est de lier finalement, bien sûr, on pourrait se limiter à l'alimentation et santé bucco-dentaire. Mais ce patient a une surcharge pondérale évidente. Et je pense que pour le patient, il est important de réaliser que l'origine de ce problème soit au niveau santé bucco-dentaire, ou plutôt maladie bucco-dentaire, et son problème de surcharge pondérale sont liés par cette alimentation déstructurée et déséquilibrée. Donc je pense que c'est un problème important, et pour nous, ne restons pas limités à la santé bucco-dentaire, mais faisons le lien avec la santé générale. Alors bien sûr, cette anamnèse alimentaire peut identifier, et peut-être qu'on n'est pas complètement armé pour faire une anamnèse alimentaire détaillée et vraiment très structurée, mais au moins ça nous donne un aperçu, un premier aperçu. Et si on se rend compte que bien sûr, ce problème tel qu'il est chez ce patient, il dépasse les limites du cabinet dentaire, à ce moment-là, référer ce patient à un centre spécialisé médical qui puisse prendre en charge ce problème au niveau de l'alimentation. Pourquoi je vous sensibilise à cette notion de maladie chronique et par exemple le surpoids et l'obésité? Eh bien, j'aimerais ici vous montrer simplement une diapositive de la dernière évaluation globale publiée par l'Office fédéral des statistiques, qui nous montre la prévalence en fait du surpoids et de l'obésité parmi les jeunes de 11 à 15 ans, ici chez les garçons, ici chez les filles. Et vous voyez qu'à 15 ans, 15% des enfants sont en surpoids ou bien ont un statut déjà d'obèse. Ici, on le voit chez les filles, l'obésité et la surpoids est moins fréquent, mais malgré tout, chez les jeunes filles de 15 ans, vous voyez que ceci atteint à peu près 8%. Ces valeurs sont à peu près le double chez les patients adultes, mais pourquoi ne pas intervenir dans le cadre de notre activité de cabinet dentaire, de aiguiller ces patients sur des recommandations alimentaires et éventuellement les référer à nouveau à un centre spécialisé. Donc à nouveau, sur la base de l'anamnèse, on peut identifier un facteur, l'alimentation, qui pose problème et à ce moment-là, intervenir. Deuxième exemple que j'aimerais vous présenter sur ces facteurs de risque communs qui lient en fait la santé buccale et la santé générale. Ici, une patiente de 65 ans, fumeuse, qui souffre d'un diabète de type 2, mal équilibré, avec des pathologies qui sont souvent associées au diabète, rétinopathie, néphropathie, etc. Cette patiente a eu 2 AVC en 90 et en 2002, et donc qui présente un tableau clinique bien sûr important. À nouveau, l'anamnèse médicale est importante et nous fixe des objectifs en matière de prévention et de prise en charge. Bien sûr, nous allons aborder le problème du tabac dans le cadre de cette patiente. Je crois que depuis une dizaine d'années, l'idée d'intervention
Dans le cadre du cabinet dentaire, sur le tabac a pris racine, et je pense que c'est un excellent exercice où on devient vraiment plus performant. Bien sûr, nous allons aussi passer en revue l'alimentation qui est importante chez cette patiente. Mais qu'est-ce que l'on peut faire d'autre sur le plan médical? Alors, ça va vous paraître peut-être un peu choquant, mais je crois qu'on pourrait éventuellement, je sais qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais pourquoi ne pas prendre le pouls du patient, de prendre la tension artérielle du patient, voire même de mesurer le glucose sanguin dans le cadre du cabinet dentaire. À nouveau, je sais que ça paraît assez nouveau pour l'ensemble de nos confrères, mais sachez que dans certaines écoles, c'est déjà en place, c'est déjà une routine, et je pense que dans le cadre de cette patiente, surtout avec un diabète mal équilibré, je pense que d'intervenir à ce niveau-là, la mesure du glucose sanguin peut se faire d'une manière tout à fait facile dans le cadre du cabinet dentaire, avec un patient qui n'a pas forcément besoin d'être à jeun. Il y a des tabelles qui peuvent nous aider à ajuster en fait ces mesures en fonction du temps de la journée. À nouveau, pourquoi je vous sensibilise là-dessus sur le problème du diabète? Eh bien, sachons qu'ici une tabelle qui nous montre le dépistage du diabète en Suisse, selon également la même étude de 2012 sur le plan national, et on voit que dans la classe âgée ici, à partir de 55 ans, eh bien, on voit qu'il y a une certaine frange de la population, environ 10 à 15%, qui n'a jamais subi un test de dépistage du diabète, ou en tout cas qui ne sait pas. Et vous voyez que si on prend ça en jaune, la partie de la population qui a eu un test de dépistage du diabète, mais il y a plus de 12 mois, eh bien vous voyez que la proportion est relativement importante. Alors à nouveau, nous voyons les patients beaucoup plus souvent que le patient va voir un médecin. Et donc peut-être le médecin dentiste a un rôle important dans ce domaine et dans le dépistage du diabète. Alors à nouveau, ceci vous paraît peut-être un peu nouveau, mais sachez qu'il y a beaucoup de littérature qui a paru dernièrement ici, quelques articles qui justement insistent sur le rôle potentiel que le cabinet dentaire ou les cliniques dentaires peuvent jouer dans le dépistage du diabète et éventuellement reconnaître un diabète qui n'a pas encore été diagnostiqué. Il faut peut-être savoir qu'un patient diabétique ou un sujet qui est diabétique, probablement il a souffert du diabète pendant 5 ans auparavant, avant d'être diagnostiqué. Donc il y a une période de latence ici qui est extrêmement longue et peut-être avec notre intervention, on pourrait reconnaître ces diabétiques un peu plus tôt. Alors, il est intéressant de savoir à nouveau que certaines associations professionnelles, dont la Fédération dentaire internationale, s'est associée à d'autres associations, the World Medical Association, l'Association internationale ou la Fédération internationale des pharmaciens, pour produire un kit qui va justement aider les professionnels à faire quelques interventions au niveau diagnostic pour détecter les maladies chroniques ou les maladies dites non transmissibles. Dans ce kit, on trouve donc 2 tabelles qui sont importantes, qui peuvent donc aider le praticien. Désolé, elles sont en anglais, mais elles sont en train d'être traduites en français, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, de l'usage du tabac, de l'usage de l'alcool. Et comme vous le voyez, il y a des valeurs dites normales ici, une colonne où on est en dehors de la norme, et ici des valeurs qui posent un problème et donc qui placent le patient à haut risque. Et vous voyez que pour chaque élément, en ce qui concerne l'alimentation, il y a des réponses qui permettent de cibler finalement le profil du patient. Donc ceci peut être basé bien sûr au niveau de l'anamnèse. Ce sont des éléments que l'on peut rassembler lors de l'anamnèse. Il y a aussi des données biométriques qui peuvent être, comme je vous l'ai dit précédemment, faites dans le cadre du cabinet dentaire. Par exemple, mesurer la tension artérielle, par exemple, mesurer le sucre au niveau sanguin, et puis de calculer l'indice de
corporel qui, je vous le rappelle, est le poids du patient divisé par la taille du patient au carré. Donc voilà des éléments, des tabelles qui nous permettent de catégoriser les patients dans une certaine catégorie de patients à haut risque et peut-être d'intervenir dans le cadre du cabinet ou de référer éventuellement ce patient sur une aide médicale. Donc je pense que le rôle du médecin dentiste peut s'accroître, l'activité du cabinet dentaire peut s'accroître si l'on considère la prévention dans le cadre des maladies chroniques. Et ici, je vous donne quelques statistiques sur le plan suisse. 4 personnes sur 10 a un cancer. Le cancer buccal se place au 7e rang pour les hommes, au 11e rang pour les femmes. Les maladies cardiovasculaires constituent le 35%, le tiers à peu près des décès. Le surpoids touche 37% des adultes et l'obésité 9% et une augmentation du surpoids et de l'obésité dans la population. La prévalence du diabète augmente, 5% de la population est touchée et comme vous le voyez, 30 à 37% des patients diabétiques ne sont pas diagnostiqués. Donc peut-être ici, nous avons une opportunité, peut-être en tant que professionnels de la santé, nous pourrons peut-être un jour intervenir et je pense qu'il y a des éléments ici qu'on peut mettre en place très rapidement dans le cadre du cabinet dentaire. Donc pour terminer, j'aimerais vraiment souligner l'importance du lien entre la santé bucco-dentaire et la santé générale. Ces deux choses sont absolument indissociables et je pense qu'il faut aussi sensibiliser les médecins généralistes sur l'importance de la santé bucco-dentaire, par exemple dans le cas des patients diabétiques. Donc je crois que nous devons travailler et avoir un lien avec le domaine médical. Et puis bien sûr, ces facteurs de risque que vous avez vus, qui sont les mêmes pour la santé générale, pour les maladies chroniques et pour la santé bucco-dentaire. Et donc, par l'utilisation d'une anamnèse bien ciblée, nous pouvons identifier ces facteurs de risque et donc intervenir à ce niveau-là. Donc en résumé, je vais terminer ma présentation en soulignant l'importance d'une prise en charge globale du patient. Et à nouveau, j'insiste sur ce fait parce que je crois que c'est une chose à laquelle on n'est pas habitué. On se focalise sur des problèmes locaux et je crois que la clé de la réussite, c'est effectivement de prendre le patient dans son ensemble. Merci de votre attention.